Merci beaucoup Mathieu, merci à tous, merci au Cercle Maupoux pour son accueil, à vous d'avoir pris un peu de temps sur ce week-end prolongé de l'Ascension pour venir échanger sur les idées, étant entendu que j'espère vraiment que ce sera un échange et donc je ne parlerai pas trop longtemps, l'objectif étant de pouvoir nourrir ensemble un diagnostic et puis surtout quelques pistes aussi de solutions pour sortir de la situation douloureuse dans laquelle nous nous trouvons. Je réfléchissais là, à l'hôtel il y a quelques minutes sur ce que j'allais vous dire et je me demandais s'il fallait vous parler justement ou pas d'Emmanuel Macron. Vous savez que c'est un combat que j'ai mené maintenant depuis quelques années contre la politique qui a été la sienne, notamment durant la crise du coronavirus, et je me suis dit que, en tout cas peut-être dans un premier temps, j'occulterais cet aspect du sujet dont on pourra parler dans les questions, parce que, et c'est ce que j'essaye de montrer un peu dans l'ouvrage, au fond Emmanuel Macron est un symptôme de la crise profonde de la modernité que nous traversons. Il en est son expression peut-être la plus saillante dans le monde occidental, parfois la plus bouffonnesque, mais c'est de l'ordre des conséquences et non des causes, et donc j'aimerais peut-être que dans ce court propos liminaire, revenir plutôt sur les causes, qu'on discute ensuite peut-être des conséquences et des voies et moyens de s'en sortir. Ça fait 10 ans maintenant que je suis engagé en politique, et quelques mois, 2 ans dans le camp souverainiste. J'ai fait quelques erreurs de jeunesse, on en parlait au départ. Et j'ai été confronté, comme nous tous, à une succession en fait, de crises. Crise du terrorisme islamiste, crise économique de 2008, apparition d'idéologies très, très radicales comme le wokisme, et puis il y a eu la crise sanitaire. Aujourd'hui, on a des premiers pas résolus vers le transhumanisme. Et à un moment, je me suis demandé, face à toutes ces balles qu'on recevait, si c'était simplement la faute à pas de chance, c'est-à-dire une concomitance de phénomènes, les uns à côté des autres, qui nous tombaient dessus et qui faisait d'une certaine façon peser sur le monde occidental et sur sa population une pression grandissante, ou s'il y avait un fil rouge qui reliait l'ensemble de ces phénomènes. Et à la réflexion, je pense que ces phénomènes sont reliés par une trame commune qui est celle de la fin du mythe prométhéen, à savoir de la fin du mythe de l'émancipation de l'homme par la technique. Et que dans le pass sanitaire, dans les discussions sur la transition de genre, les opérations de changement de sexe sur les enfants, etc., dans les revendications, là vous savez qu'on avait on a en ce moment une convention sur la fin de vie, sur le droit à mourir dans la dignité, sur la sobriété énergétique. Au fond, on a la même trame commune qui est l'idée qu'il y aurait une réponse technicienne à un problème individuel ou à un problème de société. Et aujourd'hui, il me semble que la technique est devenue le phénomène, enfin le déterminant principal de l'ensemble des politiques qui sont menées notamment au niveau occidental et de leurs conséquences délétères, et que c'est par rapport à cette grammaire-là de la technique que vont se positionner des idéologies à la fois au sein du monde occidental, soit qu'elles embrassent la technique comme une illusion d'émancipation, c'est par exemple le cas du wokisme, soit qu'elles la rejettent, par exemple l'écologisme radical, ou même, dans une certaine mesure, l'islamisme. Donc je vais essayer d'élaborer un peu sur ce phénomène-là avec vous, et de voir aussi quelles conséquences on peut en tirer d'un point de vue philosophique, même si c'est peut-être un grand terme, en tout cas d'un point de vue politique. Je vous disais, c'est la grande oubliée des disputes militantes, la question technique. Et pourtant, elle accouche assez largement du monde que nous subissons. Et la crise
du Covid-19, qui a placé la technique au centre, c'est-à-dire la régulation de quelque chose qui nous était présenté comme un problème existentiel, au moyen d'un système de passe, en l'occurrence informatique, et d'injection sur les populations, l'a bien montré. Quelques jours, je me promenais dans le métro parisien et je voyais cette affiche d'un monsieur avec une toque qui disait « Avant, j'étais pâtissier et maintenant, je code dans la food tech ». Donc tech, technologie, la food, donc la nourriture, de la même façon qu'il existe aujourd'hui des fintech, des agrotech, une e-santé, et aucun champ, ni l'art, ni l'intime, n'est épargné par ce phénomène. Au fond, nous assistons à une colonisation par les machines, et j'affirme qu'il s'agit du véritable grand remplacement. Parce que non contente de délivrer l'homme des soucis qu'il s'invente, en réalité, la technique se propose à lui comme une nouvelle doctrine morale, en régissant l'agir individuel au prétexte supposé d'un bénéfice collectif. Se vacciner, avec des guillemets, pour protéger les autres, rouler en voiture électrique pour sauver la planète, ou sélectionner par exemple ses gamètes pour obtenir un bébé en parfaite santé. La technique passe en plus pour être un bien en soi, c'est-à-dire que toute chose égale par ailleurs, on se fiera aujourd'hui davantage à une solution technique qu'à une solution humaine. Et progressivement, et c'est là où il y a une dimension politique, polémique, qui rejoint d'ailleurs la question du macronisme, cette normativité technique, en fait, tout en se présentant comme une nouvelle morale, progresse à rebours de la morale communément admise depuis 20 siècles. Ainsi, les dernières années ont vu, entre autres trésors de philanthropie technologique, fleurir des concepts tels que l'hybridation homme-animal dans le projet de loi bioéthique de 2021, qui passait complètement inaperçu à cause du Covid, mais au moment du Covid, à l'été 2021, Olivier Véran s'occupait donc de permettre l'hybridation de chimérique en fait, entre l'homme et l'animal, dont il n'a pas été capable d'ailleurs de dire qu'il serait dépourvu de conscience humaine. Les opérations de changement de sexe sur des patients mineurs, j'y reviendrai tout à l'heure. L'euthanasie compassionnelle des personnes handicapées ou des personnes en situation de précarité économique, ça peut sembler un petit peu excessif de le dire ainsi, mais une étude montrait il y a quelques jours au Canada que désormais 50% des Canadiens à peu près estiment qu'il est légitime de recourir à l'euthanasie pour des raisons de précarité économique ou de handicap mineur. On pourrait parler des robots tueurs, par exemple. On pourrait parler aussi de ce qui était présent, d'ailleurs, dans le projet de loi bioéthique de 2021, à savoir de l'avortement à 9 mois pour détresse psychosociale. Et donc, en fait, la morale prométhéenne, c'est-à-dire celle d'une émancipation de l'homme par la technique, se transforme au fur et à mesure en antimorale, et cette antimorale, en fait, préside à l'ensemble des phénomènes politiques, ou à la plupart, en tout cas, des phénomènes politiques que nous connaissons dans le monde occidental. À nouveau, le Covid-19 a été un accélérateur de ce phénomène par la numérisation accélérée des relations sociales. J'ai parlé du système informatique de passe, ou la consolation aussi d'un certain nombre de libertés perdues via quelques manies nouvellement autorisées. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, sur la question du wokisme, comme les 3 dernières années ont vraiment consacré, on l'observe dans la rue, hein, vous le voyez dans les rues de Montpellier, je me suis baladé tout à l'heure une demi-heure, c'était pas tant, il n'y a pas besoin de faire 1 kilomètre pour trouver des exemples très, très concrets de cette idéologie-là. Hier soir, pour la petite anecdote, je me trouvais à Toulouse, et vous savez que comme nous sommes en période de sobriété énergétique, n'est-ce pas, beaucoup de bâtiments de la Ville Rose étaient éteints, ce qui la rendait d'ailleurs singulièrement triste. Il en restait un allumé au bord de la Garonne et qui était aux couleurs arc-en-ciel
vous savez, du drapeau LGBT, comme si c'était devenu en fait aujourd'hui le seul symbole digne d'être encore regardé quand à côté on a le palais de justice, l'ancien hôpital, etc., qui sont éteints. Et donc c'est la thèse modeste que je défends dans ce livre, à savoir que la technique en fait est devenue un phénomène total qui précède les orientations politiques et qui, en partant d'un pseudo-présupposé moral, en fait, s'est transformé en anti-moral. Et j'affirme qu'il s'agit en fait du vrai clivage aujourd'hui, du vrai clivage politique. Bernanos, en son temps, l'avait déjà bien compris. Dans La France contre les robots, je reviendrai sur La France contre les robots tout à l'heure, il expliquait, à la fin du compte, la Russie, donc l'URSS en fait, de son temps, n'a pas moins tiré profit du système capitaliste que l'Amérique ou l'Angleterre. Elle y a joué le rôle classique du parlementaire qui fait fortune dans l'opposition. Bref, les régimes opposés sont maintenant unis par la technique. La réalité d'alors n'a pas véritablement changé. Regardez par exemple comme un émoi commun a saisi des personnalités de gauche, mais aussi dites d'extrême droite, je ne les citerai pas, mais vous les retrouverez très facilement, devant les premiers succès de ChatGPT, où on a eu, y compris chez les hémoristes, au Rassemblement national, des tribunes nous expliquant que tout ça était absolument formidable, qu'il fallait que la France investisse dans l'intelligence artificielle, alors même, et c'est ce que j'espère montrer après, que cette logique technique poussée à son extrême engendre en fait une société que par ailleurs ces mouvements dits d'extrême droite dénoncent avec le wokisme ou un certain nombre de contresens éthiques. Et donc ces gens en fait qui sont opposés d'apparence sur tout acquiescent de concert sur l'essentiel, puisque la technique aujourd'hui gouverne l'essentiel, de la nature des relations du travail à celle des interactions sociales jusqu'à la condition humaine elle-même. Je voudrais vous montrer pourquoi on est pris dans ce piège-là. D'une certaine façon, le lait a un peu tourné, le lait maternel a tourné, et ce phénomène, la technique qui nous a beaucoup servi pendant à peu près 3 siècles, en gros, la préséance de la technique sur la vie politique date de la révolution industrielle, donc c'est la modernité, c'est 1750. Et ce phénomène, dans un premier temps, eh bien, il a plutôt servi l'homme, et le mythe prométhéen a rempli sa promesse. Je crois qu'aujourd'hui, il ne remplit plus sa promesse, puisque la promesse d'émancipation se retourne contre elle-même. C'est pour ça qu'il s'effondre, et c'est la fin de la modernité qu'on constate en ce moment. Alors juste un bref rappel, vous savez, donc le mythe prométhéen, ça nous renvoie à Hésiode, c'est le 8e siècle avant notre ère. Prométhée, qui est un titan pris de sympathie pour l'humanité au moment du partage des pouvoirs entre les hommes et les dieux, décide de voler le feu, qui est symbole de technique parce que le feu qu'on crée à partir du frottement de silex, décide de le voler aux dieux pour le donner aux hommes, et ce sera sévèrement sanctionné par les dieux qui non seulement vont envoyer, c'était pas très gender balanced, comme punition aux hommes la première femme sur Terre, Pandora, mais qui de plus vont attacher Prométhée au Caucase et laisser son foie dévoré par un aigle. Et ce mythe prométhéen, je pense qu'il a habité en fait toute la modernité occidentale depuis 3 siècles, et encore une fois la plupart des phénomènes auxquels nous sommes confrontés, qui nous ont libérés hier, que nous subissons aujourd'hui, s'y rapportent. Et il y a un attachement, pour autant la plupart d'entre nous, à cet idéal prométhéen. En atteste donc cette pamoison d'un certain nombre d'élus, y compris supposés dans l'opposition, face à l'intelligence artificielle. Parce que l'antimorale prométhéenne n'est pas un point de départ, mais est un aboutissement.
On a face à nous un phénomène qui est plutôt un phénomène ambivalent, en réalité, dont on assiste aujourd'hui à l'aboutissement dramatico-burlesque de la logique, mais il n'en a pas toujours été ainsi. Et incontestablement, l'idéologie d'émancipation par la technique, portée par le capitalisme prométhéen, a temporairement mis fin au trio infernal famine, épidémie et guerre, même si je préciserai sur ce dernier point. Donc avec l'amélioration des rendements agricoles à partir du 19e siècle, avec l'invention des engrais par exemple, ou la rationalisation des cultures, on a un recul dans beaucoup de régions du monde, et à partir du 20e siècle, dans la plupart des régions du monde, de la famine, y compris des zones desquelles elle était la plus enquistée. Pour vous donner une idée, au milieu du 19e siècle, la population agricole représentait plus de la moitié de la population française. En 2000, c'était moins de 5%. Sur les épidémies et la maladie, de la même façon, le mouvement hygiéniste, la vaccination, la pasteurisation ont assuré un regain en fait, de l'espérance de vie, notamment dans le monde occidental. Espérance de vie qui était 30 ans en France à la fin du XVIIIe siècle, et de 37 ans dès 1810, puisqu'en 1796, vous avez Edward Jenner qui invente le vaccin contre la variole. Vous voyez qu'il fut un temps où la vaccination, en tout cas la vaccination dans son sens le plus strict et le plus authentique, a bel et bien contribué à l'émancipation de l'homme et à son bonheur. Sur le volet de la guerre, enfin, je ne reviendrai pas sur les théories du doux commerce de Montesquieu, mais il est en fait certain que la technique, la machine à vapeur, en favorisant le commerce international, a aussi installé la paix des nations, puisque le coût en fait, de la guerre s'est renchéri avec l'accroissement du commerce international. Et vous avez bien noté comme l'interruption de ce commerce au moment de la pandémie de Covid-19 avait eu des impacts très très concrets dans nos vies, pour vous dire le niveau d'intrication de nos économies, et donc la paix relative aussi qui règne dans le monde depuis 2 siècles, avec un bémol, j'y reviendrai juste après, c'est que les conflits sont moins nombreux aujourd'hui, parce que plus coûteux d'un point de vue commercial, mais quand ils surviennent, ils sont davantage mortels, justement du fait de la technique qu'ils intègrent. Et pourtant, au fur et à mesure de ce cheminement-là technicien, l'émancipation de l'homme, fin des épidémies, fin des famines, raréfaction des guerres, se transforme en omnicide, c'est-à-dire la destruction en fait, de tout ce qui se trouve à la surface de la Terre, avec un degré d'intentionnalité assez variable, mais toujours ayant la technique pour point d'appui. On peut évoquer évidemment la science de l'anéantissement durant le second conflit mondial, d'Auschwitz à Hiroshima, le bouleversement de la biodiversité, quoi qu'on pense de la question du changement climatique, mais là je parle vraiment des êtres vivants, de la faune et la flore. Entre 1970 et 2018, on déplore la disparition de 69% des vertébrés en nombre d'individus sur Terre, donc on est vraiment face à une 6e extinction de masse, et j'assume cette assertion, même si tout le monde ne sera pas forcément d'accord, et je suis tout à fait libre pour en discuter. Regardez même les conséquences, par exemple, de la massification de l'avortement dans le monde occidental. Depuis 1975 en France, on a eu recours à 10,5 millions d'avortements. Donc à l'heure où on s'interroge aussi sur les questions démographiques, en tout cas, et quoi qu'on pense de l'avortement, je pense qu'il faut avoir ces données-là en tête. Et puis enfin, je vous parlais de la vaccination juste avant, dans son sens authentique, la vaccination contre la variole. Aujourd'hui, pareil, des débats aussi sur les effets de cette supposée vaccination sur la surmortalité. En décembre 2022, la surmortalité était de 10%
par rapport aux périodes pré-Covid. Donc une émancipation de l'homme par la technique qui se transforme peu à peu en homicide, donc la destruction du vivant, sa dénaturation aussi, parce que je crois que le système technicien en fait cherche en permanence de nouveaux territoires à défricher. En fait, se confond avec ce que moi j'appelle dans le bouquin le capitalisme prométhéen. Et il en a trouvé en fait deux particulièrement choisis, qui sont l'espace et le corps humain. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si un certain nombre d'entrepreneurs, Elon Musk en tête d'ailleurs, sont simultanément investis dans ces deux directions. Donc sur le corps humain, une société comme la Californian Life Company, par exemple, travaille aujourd'hui à la mort de la mort, ou à des micro-robots chirurgiens qui pourraient être donc implantés dans votre corps, permettant la détection précoce de cancer, par exemple. Et au vu de ce qui s'est passé pendant la pandémie de Covid-19, on peut se demander quels seront, sans mauvais jeu de mots, les anticorps de nos sociétés pour résister à ce mouvement. Parce que la morale, qui est une antimorale, vous l'avez compris, prométhéenne, a fait de la santé le bien suprême. Et Nietzsche nous rappelle que la santé comme bien suprême, c'est le symptôme ultime de la société décadente. Donc demain, quand M. Musk, par exemple, proposera à des enfants en situation de difficulté scolaire d'être implantés avec ces prothèses Neuralink pour augmenter leurs résultats, quel parent pourra y résister ? Parce qu'une fois qu'on en a un dans la classe qui est augmenté, et donc on se retrouve dans une situation de concurrence déloyale d'une certaine façon entre des enfants augmentés et des enfants non augmentés, vous voyez bien que ça crée une forme de précédent qui contraint d'une certaine façon tout le monde à suivre cette logique qui dénature donc l'homme. Avec la coexistence, là, dans les toutes prochaines semaines, puisque c'est le calendrier que s'était donné Elon Musk, en réalité de deux humanités différentes sur Terre. Une humanité bien véritable, de chair et d'os, et une humanité de chair et de fer, d'une certaine façon, hybridée entre la machine et le corps humain. Ce qui, d'un point de vue anthropologique, vous le comprenez bien, et donc politique, aura des conséquences majeures. On n'a pas connu pareille coexistence depuis la cohabitation, et encore hypothétique, entre Cro-Magnon, je crois que c'est ça, Cro-Magnon et Néandertal, mais ce n'était pas une cohabitation en plus sur un territoire identique. Donc là, imaginez les conséquences politiques que tout ça pourra avoir. Et donc on a ce phénomène-là d'omnicide, de dénaturation, de déshumanisation aussi. Je pense que l'approfondissement du phénomène technicien a profondément nuit au décor de l'humanité. Pensez au film des temps modernes de Charlie Chaplin, pensez au suicide de Durkheim, donc le père de la sociologie moderne, qui démontre que le suicide est un phénomène moderne, c'est-à-dire que le suicide apparaît, en tout cas le suicide au sens comme phénomène social massif, apparaît avec la modernité. On ne se suicide pas avant l'époque moderne et l'essor technique. Je relisais là l'autre jour Gustave Le Bon, et la psychologie des foules. Écoutez ce qu'il disait sur le rapport spontané de l'être humain à la technique. Donc en parlant des foules, leur respect fétichiste pour les traditions est absolu, leur horreur inconsciente de toutes les nouveautés capables de changer leurs conditions réelles d'existence est tout à fait profonde. Si les démocraties eussent possédé le pouvoir qu'elles ont aujourd'hui, à l'époque où furent inventés les métiers mécaniques, la vapeur et les chemins de fer, la réalisation de ces inventions eût été impossible ou ne l'eût été qu'au prix de révolutions et de massacres répétés. Il est heureux pour les progrès de la civilisation que la puissance des foules n'ait commencé à naître que lorsque les grandes découvertes de la science et de l'industrie étaient déjà accomplies. Et donc ça montre bien que l'excès technique
l'omniprésence technique, le totalitarisme technicien, là je l'en parle sans jugement moral, mais au sens de la technique comme phénomène total, régissant la plupart des aspects de nos vies, profondément crée un mal-être existentiel chez l'homme. Et je crois que c'est aussi une des causes profondes de la crise que nous traversons. Et donc cette dénaturation, cette déshumanisation, cet omnicide, je vous dis, finissent par provoquer un phénomène de décivilisation. Et c'est le phénomène qui est à l'œuvre aujourd'hui, et je crois que la crise politique, et je reviendrai après sur ces symptômes les plus immédiats, notamment dans les questions, mais c'est aussi une réaction comme un anticorps, en fait, face à cette décivilisation. N'oubliez pas qu'il y a quelques semaines, une vice-présidente de l'Assemblée nationale a déposé une proposition de loi visant à autoriser le compost humain, c'est-à-dire l'utilisation de cadavres, alors évidemment consentante, hein, dans un premier temps du moins, comme engrais, en fait, pour travailler la terre. Donc là, on est sur l'aboutissement criminel de la logique dont je parle depuis quelques minutes. On a aussi une grande intellectuelle, je crois qu'elle est norvégienne, c'est ça, l'université d'Oslo, j'ai noté, qui propose, elle, on a des exemples comme ça tous les jours, hein, dans la presse, d'utiliser les femmes en état de mort cérébrale comme mères porteuses. Voilà. Donc elle s'appelle, retenez son nom, ça peut être utile, Anna Smajdor, elle est professeure à l'université d'Oslo. Voilà, donc vous voyez bien qu'en fait, le mythe prométhéen qui a traversé toute la modernité aujourd'hui finissante a deux visages. Il a un premier visage qui est celui de l'émancipation, de l'amélioration des conditions de vie, et il a un visage plus récent, celui que nous combattons, je pense, pour la plupart, celui de l'homicide, de l'antimoral et de l'insécurité existentielle. Et c'est cette insécurité existentielle qui est au cœur, je crois, de la crise que nous traversons. Ça peut sembler éloigné, mais la contestation contre la réforme des retraites l'a un peu révélé. Ça semble étonnant quand même. On se dit, les Français sont sous emprise depuis 6 ans. Emmanuel Macron leur a quand même fait énormément de mal. Il a poussé jusqu'au bout la logique des institutions de la Ve République au point de sortir de l'état de droit, de réduire à néant les libertés individuelles et les libertés publiques. Il a humilié les Français, Gaulois réfractaires, ces gens qui ne sont rien, dans une politique qui est d'ailleurs typique de celle de la modernité, à savoir une politique mondialiste, en fait, au nom de l'intérêt économique. Et puis il a exclu, en fait, la contradiction du champ politique par une approche technocratique. Alors c'est de la mauvaise technocratie, parce qu'un vrai technicien aurait procédé autrement, mais en expliquant qu'au fond, les histoires de gauche et de droite n'avaient plus lieu d'être. Il suffisait de se mettre d'accord sur les solutions vérifiées par les experts pour aller dans la bonne direction. 6 années plus tard, on éteint les lumières à 23h ou à minuit à Montpellier pour éviter les coupures générales de courant. On parle de pénurie d'eau et on vous explique que les nappes phréatiques sont plus vides que jamais. On ne peut plus proposer des soins de qualité dans l'hôpital public. Et donc vous voyez bien que l'idéal en fait technicien non seulement a créé une antimorale meurtrière, criminelle, mais en plus ne remplit plus sa vocation première, en tout cas telle qu'elle était affichée, à savoir l'amélioration des conditions de l'homme. Et donc c'est bien contre cela, je crois, qu'on se révolte. Et derrière la question des retraites, qui peut sembler un peu anecdotique d'une certaine façon, on se dit, mince, ils ont tué nos aînés au Rivotril pendant la crise sanitaire, personne n'a rien dit, et là on demande aux gens de travailler 2 années en plus.
et ils sortent tous dans la rue. Mais c'est parce que les gens ont en fait bien compris que la logique sous-jacente à la réforme des retraites, c'était de considérer que puisque l'homme ne valait plus rien, il incombait de le faire travailler le plus longtemps possible pour en tirer quelque chose. Et puis après d'ailleurs, c'était l'euthanasie. À titre personnel, je crois qu'il n'y a pas enfin, c'est pas un hasard au sens où ça n'a pas été pensé consciemment. Mais si vous voulez, il n'est pas fortuit d'un point de vue de la logique de l'histoire et de la logique politique que le débat sur la réforme des retraites arrive en même temps que le débat sur la fin de vie, où d'un côté, on augmente en réalité la durée des cotisations, et de l'autre, on réduit la durée à attendre des versements des pensions. En fait, là, on est vraiment dans une logique utilitariste de l'homme qu'on prend comme bête de travail, au fond, et une fois qu'elle a cessé de servir, on la jette à la poubelle. On est dans ce que Gunther Anders, il y a longtemps déjà, appelait l'obsolescence de l'homme. Donc voilà, je crois que ce sont à peu près les défis en fait, qu'on a aujourd'hui face à nous, et dont découlent la plupart de nos indignations quotidiennes. Peut-être que vous avez trouvé que j'étais parti un peu par des chemins de traverse, ou que c'était éloigné du combat qu'on mène chaque jour. Et en fait, j'espère en tout cas montrer en quoi ce totalitarisme technicien, ce mythe prométhéen déréglé, préside à l'ensemble des décisions sociétales, éthiques, économiques, de gouvernance aussi prises aujourd'hui, parce que les intérêts du monde technicien deviennent les intérêts de l'oligarchie choisie pour servir ce monde-là, au détriment donc de l'homme. Je pense qu'il y a plusieurs conséquences à tirer de ce tableau qui peut paraître sombre, mais qui n'est pas tant que ça, je reviendrai après. La première, c'est de rejeter par principe les attitudes un peu maximalistes et les doctrines jusqu'au-boutistes, quelles qu'elles soient. Le capitalisme prométhéen aurait pu servir l'homme s'il avait connu la juste mesure. Il a choisi de l'ignorer. Une fois le train arrivé à la gare, de le précipiter sur le quai. Et donc c'est ce qui fait notre drame. C'est ce qui fait notre drame aujourd'hui. Et je me suis dit en fait, en réfléchissant à ces questions, sur ces crises, que en fait toutes les logiques poussées à leur extrémité se retournaient contre elles-mêmes. Toutes les logiques poussées à leur extrémité se retournent contre elles-mêmes. Et ça vaut aussi pour les logiques que nous portons, je pense, nous, aujourd'hui. Alors on en est très loin, parce que à l'heure actuelle, on n'est pas dans le camp de ceux qui dirigent. Mais comme ce monde est en train de s'effondrer, et que la situation a vocation à changer, il faudra bien qu'on garde ça en tête. Et donc de la même façon que le totalitarisme technicien ne peut pas être accepté en bloc, sinon il conduit à l'euthanasie pour tous, au Rivotril pour tous. Il ne peut pas être non plus rejeté en bloc. Et il ne s'agit pas non plus de dire qu'on va revenir à l'âge de pierre, parce que ça c'est la défense classique, en règle générale, des défenseurs de ce système, du système technicien, que de dire mais vous voulez retourner au Moyen-Âge. Non, il s'agit de définir en fait un point au-delà duquel le système technicien ne sert plus l'homme, mais se sert de lui. Et ma thèse, c'est que ce point a été franchi depuis bien longtemps. Le deuxième point, c'est de réexaminer d'une certaine façon la hiérarchie de nos combats. Et c'est pour ça qu'en fait, je ne vous ai pas parlé d'Emmanuel Macron. Parce que je m'étais dit, on va discuter de la façon dont Emmanuel Macron a pillé la France, de la façon dont Emmanuel Macron a maltraité les Français, de la façon dont Emmanuel Macron a subverti les institutions de la Ve République pour sortir en fait de la démocratie.
mais ce serait prendre le problème par le mauvais bout. Et puis ce problème d'Emmanuel Macron résolu, en fait, on ferait face à un nouveau problème, à une nouvelle balle de tennis envoyée par ce monde technicien qui multiplie les combats. Je lisais, peut-être qu'il faudra faire un montage, et encore que pas forcément, sur ce que je disais. Je lisais là récemment l'ouvrage, vous savez, de Théodore Kaczynski, qui était plus connu sous le nom de Unabomber. Vous savez, c'est ce militant et philosophe américain qui, dans les années 70 aux années 90, envoyait des colis piégés à des gens qu'il accusait justement de défendre le monde technicien. Et il démontrait justement, et en ça d'ailleurs ça me rend très modeste, moi je n'invente rien, en fait, j'essaie de réactualiser avec la politique d'aujourd'hui ce que d'autres ont pensé avant. Il démontrait comment le fait d'oublier volontairement que la seule question qui se posait au monde moderne était la question technique, conduisait à multiplier les combats et donc à l'épuisement de nos résistances. Ce que vous voyez un jour, en fait, c'est le pass sanitaire. Le lendemain, c'est l'avortement à 9 mois pour détresse psychosociale. Le surlendemain, c'est l'euthanasie pour bec de lièvre. Le jour encore d'après, c'est... Vous voyez ? Et donc, en fait, on ne va pas s'en sortir si on prend les sujets du côté des conséquences et pas du côté de la cause. Et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu aride, un petit peu... hors actualité immédiate de vous parler là aujourd'hui en pleine crise politique majeure du système technicien en France, et pourtant je crois vraiment que c'est le dénominateur commun en fait de ce que nous vivons au sein du monde occidental, parce que ce phénomène-là, évidemment, c'est diffusé un peu partout, mais il est propre notamment au monde occidental, il est propre aussi à son discrédit, évidemment. Et comprenez bien que le monde aujourd'hui se rit de nous. Je donnais une conférence là, il y a quelques jours à l'université de... Enfin, pas à l'université. Non, je ne suis pas prêt de donner une conférence à l'université. Il faudrait que le monde change pour ça. Ou alors j'aurais les antifas à la porte. Mais je donnais une conférence l'autre jour à Strasbourg, pardon. Et il y a une professeure d'université qui vient me voir et qui me dit, vous savez, je rencontre des difficultés grandissantes avec mes élèves parce que j'en ai beaucoup qui se revendiquent comme gender fluide, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'identifient un jour à un homme, un jour à une femme, et donc ils utilisent deux prénoms, Mathis et Mathilde, par exemple. Et moi, le lundi, j'appelle Mathis Mathilde, alors qu'en fait, ce jour-là, c'est Mathis. Et du coup, il fait un scandale, il tape un scandale en plein cours. Ça peut être bipolaire, c'est pas juste orphelé. Donc, le lien avec le système technicien qui réduit vos libertés à néant, mais qui vous donne des libertés en consolation. Parmi ces libertés, le fait de choisir en fait votre nom d'esclave, c'est ça, votre nom d'esclave et votre genre d'esclave, et ça fait rire dans le monde entier. Et comment voulez-vous être respecté par les BRICS, par exemple, quand aujourd'hui c'est devenu ça notre loi commune. À nouveau, pardon, il ne s'agit pas du tout d'ailleurs d'attaque contre des gens homosexuels ou pas du tout. Pour moi, c'est vraiment pas du tout un sujet. Je pense que l'homosexualité a toujours existé, c'est vraiment pas le sujet. À nouveau, ce matin, j'étais à Toulouse, je passais devant l'hôtel le bâtiment du conseil régional. Il y a 3 drapeaux, il y a 4 drapeaux, pardon, il y a 5 drapeaux, pardon. Il y a le drapeau français, le drapeau occitan, le drapeau européen, le drapeau ukrainien et le drapeau LGBT. Voilà. Donc on n'est pas là sur de l'anecdote. C'est vraiment devenu une part majeure en fait de l'identité qu'on essaye de nous imposer. Et tout ça découle bien du système technicien, et donc notre pays, le monde occidental plus largement, pourra jamais être respecté s'il continue de la sorte. Et voyez évidemment comme par exemple le wokisme sert d'outil au discours, on va dire par exemple de la Russie dans le conflit en Ukraine, de dire mais regardez cette bande de dégénérés,
comment voulez-vous qu'on soit de leur côté? Et au fond, leurs insultes à notre endroit sont une forme de légion d'honneur. Et pour être tout à fait honnête, comment ne pas le comprendre? Il y avait un philosophe, là, j'étais quelques heures avec Maître David Guyon, qui est parmi nous et que je salue pour l'engagement qu'il a eu et qu'il continue à avoir sur les libertés en faveur des soignants suspendus. On se trouvait au Conseil scientifique indépendant, enfin la 100e du Conseil scientifique indépendant à Saintes, et un philosophe, Mehdi Belhaj-Kassem, nous expliquait en pleurs qu'il était en train de quitter la France, alors qu'il était sans doute parmi les auteurs de sa génération l'un de ceux qui avaient le plus défendu notre pays, sa langue, ses traditions, parce qu'il ne pouvait pas élever un fils sur une terre dans laquelle on lui disait qu'il fallait manger des grillons pour sauver la planète. Et que donc aujourd'hui, exactement, et donc qu'en fait pour sauver son fils, il fallait partir très loin dans une zone du monde, et elles sont encore majoritaires aujourd'hui, où tout ça fait rire ou conduit au choix à l'hôpital psychiatrique. Je parlais de la Russie. Rappelez-vous le mot d'Alexandre Solzhenitsyn. Donc en 1978, à l'université d'Harvard, dans son fameux discours sur le déclin du courage, il dit au monde occidental, tout en étant donc un dissident russe, enfin un dissident soviétique, il prévient le monde occidental en 1978. Il lui dit il est impératif que nous revoyions, mais en fait il s'adresse à ses interlocuteurs, il est impératif que vous revoyiez à la hausse l'échelle de nos valeurs humaines. Sa pauvreté actuelle est effarante. Il n'est pas possible que l'aune qui sert à mesurer l'efficacité d'un président se limite à la question de combien d'argent on peut gagner ou à la pertinence de la construction d'un gazoduc. Ce n'est que par un mouvement volontaire de modération de nos passions, serein et accepté par nous, que l'humanité peut s'élever au-dessus du courant de matérialisme qui emprisonne aujourd'hui le monde. Donc ça, je crois que c'est un vrai défi, et à nouveau, c'est pour ça que dans mon moment d'angoisse à l'hôtel, finalement, je me suis dit qu'il ne fallait pas vous parler d'Emmanuel Macron, mais plutôt du système qui met un Emmanuel Macron en place, parce que Emmanuel Macron, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, en fait, est un serviteur choisi de ce système. Donc repenser la hiérarchie de nos combats, en se mettant aussi d'accord sur un projet alternatif positif. Parce que le problème en fait du monde technicien, c'est qu'il accumule donc les motifs d'indignation, et fait de ses contempteurs, c'est-à-dire je pense pour beaucoup nous, des anti-tout. Et vous voyez comment pendant la crise sanitaire, il a été très simple de caricaturer en fait des défenseurs des libertés ou des défenseurs du serment d'Hippocrate ou de la science véritable, d'anti-vax, d'anti-république, d'anti-ceci, d'anti-cela. Et quelle que soit la pertinence des options que nous défendons, et je crois qu'elles sont pertinentes et plus que jamais nécessaires, c'est parce qu'elles sont pertinentes et nécessaires qu'il faut qu'elles gagnent. Et pour gagner, on ne peut pas s'inscrire simplement dans une posture réactive qui, en fait, nous met en position aussi d'infériorité par rapport à nos adversaires. Et je crois beaucoup à la puissance, en fait, des contre-exemples. Je parlais là, des soignants suspendus. Il y a une espèce de rage là, qui se répand dans beaucoup d'hôpitaux en ce moment avec la réintégration des soignants suspendus. Ce n'est qu'un mécanisme de défense. Parce qu'en fait, des personnes qui ont cédé à l'obligation vaccinale découvrent qu'il eût été possible d'y échapper avec un peu de courage, par exemple, de prendre son mal en patience, et ensuite, une fois la raison commune revenue, de reprendre le travail. Et donc là, en fait, les soignants suspendus ont créé un contre-exemple. Et c'est pour ça qu'ils ont tellement tardé à être réintégrés, parce que ceux qui nous gouvernent ont bien en tête
le précédent que ça va créer. C'est-à-dire qu'on n'obligera plus jamais, a priori, des soignants à se faire vacciner contre leur volonté, puisqu'il y aura ce contre-exemple en tête, de dire, ben non, attendez, il y a des gens qui s'y sont opposés. Certes, au début, on les a traités de tous les noms, mais bon, après, on s'est rendu compte que peut-être le truc n'était pas si formidable que ça. Parenthèse quand même, pour une solution miraculeuse, les chiffres de la Santé publique France, en début de l'année 2023, 8,9% simplement des soignants étaient à jour de leur dose de vaccination. C'est-à-dire, entendu au sens du rappel effectué il y a moins de 6 mois. Pour quelque chose qui fait tant de bien, c'est quand même assez surprenant. Donc vous voyez qu'il y a le discours, et il y a le réel aussi. Et donc sur le réel, les contre-exemples, des contre-exemples de réussite, de modèles alternatifs, peuvent être extrêmement porteurs. Je crois que ce projet-là ne pourra être qu'un projet de liberté. Victor Hugo disait « Sauvons la liberté sauve le reste ». Et donc il y a des choses à trouver dans la défense de la propriété privée, dans la défense dans l'enseignement libre, du petit commerce, de la presse indépendante par exemple, sur cette société alternative et sur un chemin d'émancipation véritable. Je pense que le temps presse, parce que si le monde technicien s'effondre, et que c'est parce qu'il s'effondre d'ailleurs qu'il devient si violent, telle la bête acculée, il peut créer de l'irréversible. Les neuroprothèses là, d'Elon Musk, une fois qu'elles seront implantées, quand on aura euthanasié votre papy parce que plus personne ne veut s'occuper de lui, on ne pourra pas le faire revenir à la vie. Il y aura un sujet d'ailleurs pour nous, pour les temps prochains, sur la gestion des conséquences tragiques de cette période de monstre. Le mot d'Antonio Gramsci, le vieux monde se meurt, le nouveau monde n'est pas encore advenu, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Et ben voilà, nous sommes face aujourd'hui à des monstres, à cette technique qui dévore tout, qui dévore nos libertés, qui dévore la singularité de l'homme, qui dévore les conditions de son bonheur. Ce monde est en train de prendre fin, c'est pour ça qu'il est de plus en plus violent. Et nous, notre tâche, c'est de construire, c'est déjà d'accélérer sa fin, et ça, je serais tout à fait disposé à discuter un peu de stratégie très concrète sur comment on accélère la fin de ce monde-là, et puis de construire aussi celui qui lui succédera. Je pense que dans cette tâche, la France a un rôle particulier à jouer. C'est pas un hasard si Bernanos était français, si on a écrit « La France contre les robots » et pas « l'Amérique contre les robots ». C'est un peu le paradoxe de notre pays. À la fois, des Français ont créé la modernité, puisque la modernité, et donc son autre nom qui est la technique, c'est Descartes en fait, c'est le XVIIe siècle. Mais les Français, eux, ont toujours eu un rapport extrêmement ambivalent avec la modernité technique. Pensez au Canut de Lyon, pensez à cette phrase de Saint-Exupéry sur les 40 millions de paysans, je crois que c'est un pilote de guerre, les 40 millions de paysans contre les 40 millions de paysans, sous-entendu français, contre 80 millions d'industriels, sous-entendu allemands. Je crois qu'il y a une vocation particulière de la France dans la défense de la liberté, y compris d'ailleurs dans son sens spirituel et dans la spécificité de l'homme. Voilà, c'est le combat de longue haleine qui nous attend. Je vous remercie.